Les dessous de l'immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au Vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les dessous de l'immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Les Dessous de l'immobilier. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir M. Jacob C. William, courtier immobilier, M. Steve Saint-Hilaire, président de Perco Design. Et sans plus tarder, nous allons débuter l'émission avec M. Sylvain Arès, évaluateur agréé chez Eval Sherbrooke. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir accepté l'invitation. Très heureux d'être ici, merci. À toi. Ben écoute, je sais que tu es occupé, la plupart des invités le sont. En fait, Sylvain, je veux faire le tour parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui changent en 2025. Je pense que c'est important d'informer les gens de ces changements-là. Exactement. Dont la fameuse loi 16 qu'on a eu la chance la semaine dernière d'expliquer avec l'avocat Yannick Crac. Mais d'abord, le point de vue d'un évaluateur agréé, je pense que c'est intéressant qu'on puisse discuter de tout ça ensemble. Exactement. On en parle maintenant? On en parle maintenant. Maintenant, exactement. Ouais. Alors, la loi 16, elle a été en vigueur depuis le 14 août dernier. Alors, ce qui est important de savoir là-dedans, c'est deux points majeurs, là. C'est le fonds de prévoyance qui doit être fait dans les règles de l'art et le carnet d'entretien d'un bâtiment. Le gouvernement octroie 3 ans pour faire les choses dans les règles de l'art pour le fonds de prévoyance, carnet d'entretien. Cette responsabilité-là incombe au syndicat de copropriété. Alors, c'est important d'être à la page, de faire les choses dans les règles de l'art dans les 3 ans qui suivent le 14 août 2025. Alors, la chose importante à dire ici, Jean-François, c'est que les professionnels reconnus pour faire ce travail ne sont pas nombreux. Qui sont-ils? Alors, l'évaluateur agréé est attitré pour faire ce type de travail. Oui. On peut aussi retenir les services d'un architecte, oui, d'un ingénieur, d'un technologue. Alors, les professionnels attitrés pour faire ce travail ne sont pas nombreux. Alors, nous, comme évaluateurs agréés... Avez-vous déjà eu, en fait, les instructions claires là-dessus? Comment procéder? Oui. On a eu des formations au niveau de l'ordre des évaluateurs agréés pour faire ce type de travail. Là, on est accrédité par la loi pour le faire. Alors, on a eu la formation en conséquence pour réaliser ce travail-là. Fait que c'est en vigueur depuis le 14 août. Les syndicats des copropriétaires devront s'exécuter dans les prochaines 3 années. Avez-vous déjà eu des demandes? On a déjà eu des demandes, effectivement, au bureau. Effectivement, là, ça commence à entrer parce qu'il est entré en vigueur le 14 août. Là. C'est très, très récent. Alors, c'est important que les gens prennent conscience de cette loi-là puis suivent les règles de l'art. Parce que si on attend la dernière année, à toute fin pratique, d'avoir un professionnel, ça risque d'être impossible. Exactement. Il faut quand même prévoir un délai d'1 mois là, devant nous. Fait qu'il ne faut pas attendre à la dernière minute pour arriver avec ça, parce que tout le monde va arriver à la dernière minute. Ils vont tous demander ça, puis ça ne sera pas possible pour les professionnels de rencontrer toutes les demandes en même temps. Alors, il faut prévoir pour un professionnel au moins 1 mois à l'avance. Là, mais là, je m'adresse à l'évaluateur, Sylvain, là, l'impact là, de vendre une unité de condo dans 6 mois qui n'est pas actuellement selon les normes de la loi 16, ça risque d'impacter la valeur marchande du condo? Définitivement. Ça, hein? Ah oui, définitivement. Si effectivement il y a un déficit dans le fonds de prévoyance, définitivement, nous, on regarde ça. Vous allez en tenir compte dans l'évaluation? On en tient compte. Moi, dans chaque rapport, j'ai dit qu'effectivement, le niveau, c'est au niveau financier, on en est où? Au niveau du fonds de prévoyance, puis carnet d'entretien, je vérifiais déjà comment qu'on voyait la chose là, du côté du syndicat des copropriétaires. Parce qu'essentiellement, le fonds de prévoyance, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas à jour, c'est une fonds de réserve qui va servir à l'entretien et réparation du bâtiment. Exactement. Là, c'est les composantes importantes là, qui doivent être changées un jour. Hein, la toiture, les fenêtres, les portes. Alors, c'est des grosses dépenses qu'il faut prévoir à l'avance pour ne pas arriver avec une facture de 200 000 à régler d'un coup. Là. Donc, ce qu'on dit aux copropriétaires, c'est de payer au fur et à mesure la détérioration ou le vieillissement du bâtiment, toute fin pratique? Exactement, de prévoir la vétusté d'une composante. C'est une composante à une durée de 10 ans. Il faut prévoir, effectivement, mettre de côté pendant 10 ans pour remplacer cette composante. Exemple, la toiture, si c'est 25 ans, il faut toujours mettre de l'argent pendant un certain nombre d'années pour remplacer la toiture, surtout si elle est due dans 5 ans. Il faut prendre les bouchées doubles, les bouchées triples là, pour mettre de l'argent de côté. C'est pour ça que ça fait mal actuellement
à la valeur de certaines copropriétés, parce que le fonds, actuellement, il y a on demande des sous de façon supplémentaire. Cotisation spéciale. Cotisation spéciale pour y arriver. Alors ça peut faire vraiment mal là, si on se ramasse avec des cotisations qui doivent aller dans les 2000 par mois. Là, ça va changer l'attrait de la propriété et de la copropriété. Là. Est-ce que ça passe par une visite des lieux? Ça passe définitivement par une visite des lieux, consulter les documents, puis avoir leur juste là, sur les composantes là, de la propriété. Là. Fait que c'est qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières années pour être sûr qu'on ne va pas remplacer 2 fois la même chose. Là. Fait qu'il faut faire les choses correctement. Puis les toitures, si la toiture ça a été faite l'année passée, bien évidemment, on va avoir du temps devant nous. C'est pas comme si c'est dû l'année prochaine. Le syndicat de copropriété qui nous écoute aujourd'hui, qui aimerait éventuellement envisager donner contrat pour ça, le délai de production de ces documents-là, ça peut prendre combien de temps? C'est sûr qu'on demande au moins 30 jours. Là, parce qu'effectivement, consulter les documents, consulter l'information, aller faire la visite en bonne et due forme, puis dépendamment de l'ampleur du travail, de l'ampleur de la propriété ou du projet lui-même. Le temps pourrait varier, le prix, évidemment, des honoraires va varier en conséquence aussi. Là. C'est intéressant parce que, évidemment, lors de la dernière émission, on a vraiment parlé de la loi, des engagements et tout ça. Là, aujourd'hui, on est dans une position où d'avoir l'opinion de l'évaluateur agréé, je pense que de jouer à l'autruche, c'est vraiment pas une bonne idée dans ce cas-là. Je pense que c'était nécessaire de toute façon, Sylvain, parce qu'on le voit souvent, nous autres, là, que les transactions avortent parce que le fonds de prévoyance est à zéro. Là. Ben oui, exactement, parce que c'est quelque chose qui va être à venir, une dépense qu'on doit prévoir, parce que si le budget est déjà serré pour acheter la propriété, puis on arrive avec 1 000 $ de plus par mois que le budget qui permettait l'achat, bien, ça ne marchera pas, là. Ça ne marchera pas. Fait qu'évidemment, tout acheteur va reculer potentiellement ou va diminuer de façon substantielle la valeur en conséquence de remettre ça en ordre. Là. Définitivement. On parle de condos. Sherbrooke, je pense qu'on a eu une belle progression des prix, hein, Sylvain, au marché du condo cette année? C'est vrai. Oui, effectivement, Jean-François, c'est frappant. Là, entre 2024 et 2025, là, premier trimestre 2024-2025, on voit une croissance de 19 de la valeur. On est passé de 327 000 à 505 000 $. 19 de croissance en 1 an pour les copropriétés à Sherbrooke, alors que l'unifamiliale elle-même a augmenté, mais à un niveau moindre, là, mais quand même 13 d'augmentation. Alors, on le voit que l'immobilier, c'est très rentable là, de détenir de l'immobilier. Quelle avait été ta prédiction, Sylvain? Ben, la prédiction, c'était minimalement 5 à 10 mais là, c'est au-delà de qu'est-ce qu'on peut penser. Mais on voit la pression quand même sur le marché, parce que le nombre d'unités est quand même limité sur le marché qui est offert. Puis la demande est là, elle est très présente. Effectivement. Alors, ça crée une demande plus forte de valeur qui va avec la demande croissance. Sylvain, arrête, je vais devoir te couper quelques instants pour une pause publicitaire. J'ai plein de beaux points à voir avec toi, donc reste à l'écoute. On se retrouve dans quelques instants. Parfait. Vous écoutez le balado Les Dessous de l'immobilier en Estrie, au 107.7 Estrie. Nous sommes de retour avec M. Sylvain Arès, évaluateur agréé. Merci Sylvain encore une fois d'être là. Merci beaucoup, merci à toi. Pour ceux qui nous ont manqué avant la pause publicitaire, on parlait à Sherbrooke d'une croissance des valeurs dans l'unifamilial de 13 % et un chiffre vraiment surprenant au niveau des condos, une augmentation de 19 % qui était de... on passait de 3,27 à 505 000 $. Condominium à Sherbrooke, on n'aurait jamais pensé ça il y a 10 ans. Exact. Comment se déroule actuellement la croissance des permis à la ville de Sherbrooke? À Sherbrooke, ça va très, très bien. On parle d'une augmentation là, du trimestre 2024 au trimestre 2025 de 27 % de la croissance des permis. Alors ça, c'est encore très, très intéressant parce qu'on a quand même une arrivée de pratiquement 10 000 personnes à Sherbrooke par année. Par année? Nouvelles personnes. Mais ça représente combien d'unités, ça, environ? Et plus, le 10 000 et plus. Là. Ben, écoutez, le nombre d'unités, d'unités selon l'information qui a été consultée, le 27 % nous donnerait plus de 720 unités. Comparativement à l'année dernière. Comparativement à l'année dernière. C'est ça. Effectivement. Fait que le chiffre à retenir, c'est 27 % de croissance du niveau des permis entre 1 an. Alors, c'est positif tout à fait. Pour la population parce qu'il faut limiter un peu la pression
sur les unités existantes, là, parce que les prix des logements, le prix des maisons montent de façon importante. C'est tributaire définitivement du nombre de permis. Là. Plus qu'il va y avoir de permis, puis il va y avoir de nouvelles constructions, moins que la pression va être forte sur l'existant. OK. Alors, c'est très important de maintenir... Ça va limiter les coûts. Ça va limiter les coûts, mais effectivement, est-ce qu'on va y arriver? Pour l'instant, le défi est de taille. Là. Oui, hein, parce que là, actuellement, je pense qu'on est loin des cibles. Hein, en fait, sur 5 à 10 ans, on va être en déficit. Là. Exactement. Selon la SCHL, on dit qu'on aura besoin de 3,2 millions d'unités dans 10 ans. Alors qu'actuellement, on construit seulement que 227 000 unités par année au Canada. Alors, à terme, on va être en déficit tout de même de 700 000 unités. Incroyable. Tout de même, malgré la croissance actuelle qu'on connaît, qui est bonne, malgré la construction de 227 000 unités par année, on va quand même être en déficit de 700 000 unités dans 10 ans. OK. Alors, c'est sûr que tout promoteur, tout constructeur, c'est rassurant d'entendre ça. Parce qu'effectivement, le besoin va toujours être grandissant, puis on va être en déficit. Fait que ça va créer une pression à la hausse sur les prix actuels des logements. Définitivement. Parce qu'actuellement, là, ce que j'en comprends, là, actuellement, on sait que les marchés de Toronto, Vancouver sont extrêmement difficiles, mais malgré ça, j'ai cru comprendre avec les chiffres qu'on regardait tout à l'heure, Sylvain, là, la SCHL prévoit des augmentations encore pour Toronto et Montréal. Hein? Exactement. Selon la SCHL, encore une fois, Montréal, actuellement, le prix moyen est de 616 242 $ pour une propriété à Montréal. Dans 10 ans, on prévoit qu'elle va être rendue à 956 421 $. Fait qu'on parle d'une augmentation de 50 de valeur sur 10 ans. Oui. Ça représente 5 Mais le marché qui est plus frappant, selon les prévisions de la SCHL, on est actuellement à Toronto à 1 197 000 pour une propriété à Toronto, pour une unifamiliale, mais on va monter à 1 947 000 dans 10 ans. Eux, c'est pratiquement une augmentation de 100 Fait qu'eux, ils se rapprochent du 10 d'augmentation par année. Fait qu'on voit bien que Toronto a vraiment la cote là, dans le futur pour la croissance des valeurs. Montréal également, mais moins fort qu'à Toronto. Alors, selon les prévisions de la SCHL actuellement, là, les prévisions vont monter de 50 à 100 Elles vont pratiquement doubler à certains endroits. Là, puis en parlant de la SCHL, Sylvain, je pense qu'il y a beaucoup de changements actuellement. Là. Actuellement, on sait que la plupart des immeubles locatifs là, qui transigent, là, ce sont des prêts assurés. Il y a différents programmes qui existent, mais tu me disais d'entrée de jeu que juin 2025 va marquer peut-être... c'est une date à se souvenir. Ah oui, exactement. Alors, pour ceux qui s'en vont en programme APH Select, c'est la majorité des constructions neuves. Là. Alors, l'APH Select, en fait, c'est des programmes qui permettent de financer sur une plus longue période, du 40 ans d'amortissement pour l'hypothèque, 45 ans, même jusqu'à 50 ans d'amortissement. Alors, par le passé, c'était 25 ans, c'était pas mal ça, mais alors maintenant, on peut aller jusqu'à 50 ans. Alors, si on a si les cotes sont 100 sur 100, et il y a des cotes, là, la SCHL pourrait arriver à avoir un 50 ans. Alors, c'est important d'avoir un 100 on va réussir à avoir 50 ans d'amortissement. L'important, ce que je veux dire, le point important ici, qui est fin juin, c'est que la SCHL a doublé ses tarifs pour ceux qui rentrent dans le programme APH Select. Donc, la prime a doublé. La prime a doublé. Ce qui coûtait 3 à 4 est passé à 7 à 8 OK. Alors, c'est quand même important. Là. Si on parle d'1 million de prêts, là, 1 million, c'est petit. Là, mais un exemple, on parle de 80 000 de plus de prime. Fait qu'on vient de monter de 40 000, sur mon exemple d'1 million. Oui, je comprends. On vient de monter de 40 000 de coûts supplémentaires que le promoteur, développeur devra assumer. Et qui va devra le financer. Là, lui, il va le refiler, mais lui, il doit prendre ça sur son hypothèque, le 80 000 de plus. Ou soit que la banque lui dit, écoute, tu avais droit à 1 million, on t'enlève 80 000 parce qu'il faut que tu payes ta prime. Ça doit être impressionnant, Sylvain, la quantité de primes qu'ils accumulent à chaque année. C'est quand même assez impressionnant. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on est dans les milliards. Ah, définitivement. Dans les milliards, définitivement. Fait qu'ils ont comme voulu un peu limiter, jusqu'à un certain point, le coût, limiter le risque. Surtout limiter le risque à leur niveau. Mais quand même, pour un entrepreneur général, un promoteur, c'est quand même une chose qui est important à considérer là, pour l'avenir. Alors, c'est rentré en vigueur fin juin.
Alors, c'est pour ça que nous, au bureau, on a vraiment senti une vague avant fin de juin. Livrez-nous nos rapports d'évaluation avant fin de juin. Urge. Parce que ça urge, parce que les primes vont doubler ceux qui sont en APH Select. Je comprends. Alors, ça, c'est quand même appréciable. Là. Puis on parle d'un million, mais construction neuve, c'est facile. 3 à 10 millions, là, c'est facile. Sylvain, en terminant, je veux qu'on discute de l'industriel. Il y a des changements actuellement. Oui, au niveau industriel, là, une petite lumière jaune qui s'allume actuellement au niveau immobilier dans l'industriel au Canada, selon CRBE. On voit qu'effectivement, habituellement, il y a 6 millions de pieds carrés qui sont absorbés par trimestre au niveau de l'industriel. Alors, ça veut dire qu'il y a 6 millions de pieds carrés qui arrivent sur le marché par trimestre, qui est comblé. On a des locataires pour combler ces espaces. En 2 fois en 5 ans, deuxième trimestre en 5 ans, qu'on voit qu'actuellement, il y a une absorption négative. Ça veut dire que sur le 6 millions qui était pris habituellement, loué, bien là, il y a 1,4 million qui n'est pas pris. Là. C'est tributaire au tarif? C'est tributaire au tarif douanier américain. C'est la guerre commerciale qui fait en sorte qu'au Canada, on a peut-être plus de difficultés, il y a plus d'incertitudes, autant au niveau des locataires qu'au niveau des industriels. Alors, peut-être qu'il y a une petite lumière jaune qui s'allume actuellement au niveau industriel, ce qui était un marché qui était très florissant, effectivement. Mais là, maintenant, il y a une petite lumière jaune qui s'allume pour le côté industriel. Sylvain Arès, vraiment beaucoup de données, d'actualité. Merci beaucoup, encore une fois, de t'être déplacé, d'avoir l'opinion d'un professionnel, d'un évaluateur. C'est toujours très apprécié. Je vais te souhaiter un super bel avant-midi. Puis j'espère que tu vas accepter nos prochaines invitations. Merci beaucoup, Jean-François. Très apprécié d'être invité par toi. Merci. Merci. Vous aimez l'émission? Vous avez des commentaires, des suggestions? Écrivez-moi à imo-estri@cogecomedia.com. Je prendrai le temps de lire vos courriels, d'y répondre et certainement amener les sujets. Alors, imo-estri@cogecomedia.com. Aujourd'hui, nous avons encore une fois la chance d'avoir M. Steve Saint-Hilaire de Perco Design, technologue en fait depuis 33 ans. Bonjour Steve, comment vas-tu? Ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Steve, j'aime toujours ça, t'inviter au show. On est toujours dans une situation où on parle par exemple des installations septiques, sanitaires. C'est quand même un enjeu important pour quelqu'un qui cherche à acheter une propriété sur le grand territoire estrien. On a quand même une bonne partie du parc immobilier qui est desservi par ces systèmes-là. Ouais. Ça arrive fréquemment aussi qu'on a des gens qui arrivent de la région du Grand Montréal ou d'ailleurs qui sont totalement non informés, ne connaissent rien du tout là-dessus. Puis là, ils nous disent on a besoin de comprendre dans quoi qu'on s'embarque. Je pense que c'est une question à choix multiple. Hein? C'est pas simple. Oui, c'est large, effectivement. Alors, on est vraiment dans une situation où, lors d'une transaction immobilière, évidemment, on veut savoir si c'est conforme. Est-ce que ça doit nécessairement être conforme? C'est quoi les enjeux? La durée de vie utile de ces systèmes-là. Ouais. Alors, est-ce que vous faites beaucoup d'inspections pré-achat pour... Oui, on en fait beaucoup et de plus en plus, heureusement, les gens sont au fait de ça. Les courtiers les informent, leur recommandent de faire inspecter des installations septiques. Parce que si on recule de 10 ans, c'était moins populaire. Les gens faisaient inspecter souvent le bâtiment, mais négligeaient de faire inspecter l'installation septique. Et souvent, avaient des mauvaises surprises. 6 mois, 1 an après l'achat, se rendaient compte que l'installation septique ne fonctionnait pas, devaient réinvestir 20, 25, 30 000 $ sur un nouveau système. Ils n'avaient pas prévu ça dans leur budget d'acquisition. Donc, de faire une inspection de cet élément-là, qui n'est pas négligeable sur le coût d'une construction, vient protéger les acheteurs. Ils ont une meilleure idée de la situation. Est-ce qu'un système, ça se corrige ou on doit nécessairement le changer? Parfois, on va réussir à faire des corrections, des ajustements. Mais la plupart Est-ce qu'il y a des types de systèmes qu'on ne peut pas corriger? Non, il n'y a pas de système qu'on ne peut pas corriger. Ça dépend toujours de la correction. Évidemment, quand on veut faire un plan correcteur ou une modification à un système, on doit faire une caractérisation du sol par un technologue. On doit demander un permis et faire les travaux. Si on peut donner des exemples, par exemple, mettons quelqu'un achèterait une maison avec un système qui aurait une capacité de 3 chambres à coucher, il voudrait agrandir la maison, rajouter 2 chambres.
il faudrait agrandir le système existant ou en faire un neuf. Là. Donc, on pourrait étudier, vérifier l'état du système existant, voir s'il y a une possibilité de récupérer ce qui est déjà en place pour économiser ou si c'est pas faisable. Là. J'ai une question d'un auditeur qui me demandait, je dois éventuellement remplacer mon champ d'épuration, mais je pense que mon terrain est trop petit. Oui. Ben écoute, il y a une trentaine de configurations et de systèmes qui existent environ. Là. Donc, il y a toujours une solution. Il y a toujours quelque chose qui est possible. Par contre, plus qu'on a des contraintes, plus que les choix vont se resserrer, vont être moins grands et aura probablement un impact aussi au niveau du coût. Okay. Potentiellement pourrait augmenter le coût du nouveau système. Donc, il y a une trentaine de systèmes qui existent. Est-ce que pour la plupart, ils sont tous autorisés sur l'ensemble des territoires ou il y a certaines municipalités qui excluent certains systèmes? Ils sont tous autorisés, à l'exception, je vous dirais, surtout des systèmes tertiaires avec lampes UV. Les lampes UV, quand on a un système avec ça, l'entretien de la lampe UV doit être pris en charge par la municipalité. Donc, c'est une exigence du ministère. Il ne peut pas laisser juste le propriétaire s'occuper de ça parce que c'est quand même, quand on a ce système-là avec une lampe UV, avec un rejet au fossé, par exemple, si la lampe UV ne fonctionne pas, on est en pollution directe. Donc, on veut éviter ça. Donc, c'est obligé que la ville... Est-ce que c'est fréquent? Je vous dirais, c'est des nouvelles technologies. Donc, de plus en plus de villes s'ajoutent à la liste des villes qui vont accepter les lampes UV, mais il y a encore des villes qui ne l'autorisent pas. Si on parle par exemple de Sherbrooke, c'est en voie de... On entend que ça s'en vient, mais ce n'est pas encore en place. Donc, c'est dommage parce que c'est des systèmes des fois qui peuvent être très intéressants dans des secteurs, par exemple des résidences près de la rivière Saint-François où on a des conditions de sol qui ne permettent pas de faire de l'infiltration, mais c'est un système qui est quand même abordable, simple, compact, qu'on peut installer dans ces situations-là. Mais comme la ville ne l'autorise pas, ça nous oblige d'aller avec des systèmes qui sont plus grands, plus coûteux et moins intéressants pour le propriétaire. Bon, on achète une propriété, construction de maison usagée, on demande des documents de conformité, des installations septiques. Ça existe-tu vraiment des documents de conformité d'installation septique? De plus en plus, les villes vont exiger que les surveillances de travaux soient faites par le technologue qui a fait l'étude de sol avec un rapport d'attestation de conformité, des photos, un plan tel que construit. Mais c'est quand même récent. Si on recule avant quelques années, la plupart des inspecteurs s'occupaient d'aller faire une visite, une inspection rapide des travaux, mais très, très sommaire. Donc, émettaient une petite lettre très, très simple qui n'avait pas tant de pouvoir. Non, c'est ça. Ou c'était souvent une lettre qui disait que finalement, il n'y avait pas reçu d'avis de non-conformité plutôt que de dire que c'était conforme. Dans les villes, si on fait sortir les informations, ça arrive des fois qu'effectivement, ils n'auront pas de lettre d'attestation de conformité d'un inspecteur. À ce moment-là, s'ils n'ont rien dans leurs archives parce que c'est un vieux système, ils vont souvent émettre un avis comme quoi qu'ils n'ont jamais eu vent de plainte ou de non-conformité au niveau de l'installation, mais qui n'ont pas d'attestation de conformité sur l'installation. Pour ceux qui sont propriétaires, je pense qu'il y a différentes municipalités actuellement là, qui envoient des lettres et qui exigent du propriétaire des vérifications maintenant. Oui, on voit ça depuis quelques années dans la région, là, Magog, Austin, Saint-Denis-de-Brompton, entre autres, là, les villes où il y a beaucoup de lacs surtout, vont envoyer des demandes aux propriétaires de faire une attestation de fonctionnement de leur installation septique. Surtout dans les cas où c'est des installations qui datent d'avant les années, début des années 80, là, où il y a eu le nouveau règlement qui a été mis en place. Donc, c'est soit que c'est des installations qui datent d'avant ces années-là ou qui auraient été faites sans demande de permis et que la ville n'a pas donné sur le système dans leur filière. Okay. Donc, ils vont demander une attestation de fonctionnement. L'attestation de fonctionnement, ce n'est pas une attestation de conformité. Donc, le but n'est pas de s'assurer que tout soit conforme aux normes d'aujourd'hui, mais plutôt de s'assurer que ça fonctionne puis qu'il n'y a pas de rejet ou de pollution directe dans un cours d'eau, un fossé ou quoi que ce soit. Donc, ça se passe comment concrètement sur le terrain? Dépendamment des villes, ça va varier un petit peu selon les exigences qu'ils vont demander, mais en général, ce qu'on va faire quand on va faire cette vérification-là, premièrement, on va vérifier la plomberie de la maison. Donc, on va s'assurer que chaque évacuation d'eau, évier, lavabo s'en vont bien dans la fosse septique ou la fosse scellée ou selon le type de système. On peut faire ça soit par une inspection de la tuyauterie ou quand elle n'est pas visible, on verse des colorants de différentes couleurs dans différentes
sortie, puis on laisse couler l'eau, puis il y a un technicien à l'extérieur qui vérifie, qui s'assure que tout arrive bien au bon endroit. Donc ça, c'est une chose qu'on va vérifier. Évidemment, on va faire une inspection de la fosse septique, donc son état général, les déflecteurs, les entrées, vérifier les pentes des conduites. On va s'assurer là, que les cheminées, tout est en bon état. On va prendre des photos à l'intérieur de la fosse aussi, voir s'il y aurait des problématiques à ce niveau-là. Au niveau du champ d'épuration ou le champ d'infiltration, dépendamment de ce qu'il y aura, on va faire un sondage aussi à l'intérieur du système. Donc, on va faire une carotte, si vous voulez, pour aller voir les couches de sol, le remblai, est-ce qu'il est de qualité, l'état de la pierre concassée, parce qu'habituellement, c'est fait avec la pierre concassée. Donc, est-ce qu'elle est saturée, est-ce qu'elle est colmatée, ainsi de suite. Donc, on va faire une vérification de ça. On va aussi faire un test de colorant. On va envoyer du colorant poussé avec de l'eau qui coule dans la fosse pour voir s'il y aurait du colorant qui sortirait au bout des sorties de drain dans les fossés, des choses comme ça. S'assurer qu'il n'y a pas de rejet direct ou dans un talus ou quoi que ce soit. On va aussi faire un test de fumée, test fumigène. Donc, on va pousser de la fumée dans le champ et la fumée va sortir du sol et va nous permettre de localiser le champ. Donc, à quel endroit il est situé. Ça va nous permettre aussi de déterminer, s'assurer qu'il n'y ait pas plein d'eau, qu'il n'y ait pas de conduite de bouchée. Ça va nous permettre de localiser sur le terrain aussi. Donc, on va trouver les 4 coins, là, je te dirais, là, à un pied près, là, 30 cm là, de précision. On va vraiment piqueter le champ. Et ensuite, on va pouvoir faire un plan de localisation qui va le localiser là, de façon à ce que le propriétaire sache où se trouve son système advenant qu'il voudrait faire un agrandissement ou quoi que ce soit pour s'assurer de respecter les distances du système. C'est quand même très technique, mais en même temps, Steve, j'imagine qu'on se ramasse dans des situations souvent où que c'est un cauchemar là, pour le vendeur ou le propriétaire, là, parce que tu dois être un peu la personne qui amène les mauvaises nouvelles. Oui, on n'a pas toujours des bonnes nouvelles à annoncer aux propriétaires. Je te dirais que beaucoup de gens sont au courant que leur système ne fonctionne pas encore. Négligent peut-être de le mettre à niveau ou attendre de se le faire dire. D'autres ne le savaient pas ou le découvrent en même temps que nous. Par exemple, des rejets au fossé. Ce qu'il faut comprendre, quand c'est un système qui a 50 ans, il y a peut-être eu 5-6 propriétaires. Donc, le dernier propriétaire n'est pas au fait... Définitivement de qu'est-ce qu'il y a dans le sol. Souvent, ils ne sont même pas informés à la ville à savoir s'il y avait des données sur l'installation en place. Donc, s'il y a un rejet qui est non conforme, souvent, ils l'apprennent avec nous. Là. Et là, c'est quoi la prochaine étape? Vous devez vous-même, en tant que technologue, informer la municipalité? La plupart des municipalités, on a un rapport type qui est fourni, un gabarit, si tu veux, qui est fourni par la ville, qu'on va compléter, qu'on va faire signer par le client, sur lequel il y a toutes les informations, les choses qui fonctionnent bien, les choses qui ne fonctionnent pas bien. On va faire nos recommandations. Qu'est-ce qu'on va recommander? Donc, on va donner notre opinion sur le système. Est-ce qu'on suggère une réparation, une correction ou carrément le remplacement du système? Et on achemine ça au client et à la ville. Donc, et là, c'est quoi les délais? Parce que, tu sais, à un moment donné, on parle de tout ça, là, c'est triste pour le propriétaire, mais l'impact dans l'environnement, c'est quand même un enjeu important. Quand on a des mandats par un client qui a reçu un avis de la ville, habituellement, il y a la saison pour produire ce rapport-là à la ville. OK. Par contre, quand il y a des rejets ou des pollutions directes, la plupart des villes demandent qu'on les informe à l'intérieur de 72 heures, par exemple. Donc, rapidement. OK. C'est fréquent? Oui, c'est encore fréquent. Ah oui, hein? Je te dirais dans la région ici, c'est moins pire que si on va un petit peu plus loin. Par exemple, si on va en Montérégie, il y a moins de lacs, c'est plus des rivières qui jettent dans le fleuve ou autre. Il y a beaucoup de fermes. Bof, les villes, ils portent un peu moins attention à ces choses-là. Donc, c'est un petit peu plus fréquent de voir des rejets au fossé ou des choses comme ça encore. Dans notre secteur, ça arrive moins, heureusement, mais on en voit encore. Là, des chalets que... Les tuyaux, la plomberie est coupée en dessous du plancher parce que le chalet est surpiloté puis ça tombe à terre. Puis on en voit de toutes sortes, là, effectivement. Alors, il y a quand même un bon travail à faire là-dedans. Oui, ça s'est amélioré beaucoup depuis une trentaine d'années, mais c'est pas parfait encore. Il y a encore beaucoup de vieux chalets ou de vieilles maisons. Il y a des maisons qui ne sont pas habitées, qui sont avec des fosses en acier qui s'affaissent. Fosses scellées, on voit ça encore? Oui, on en a encore. On a le droit d'installer? Oui, on a le droit d'installer ça. Bord de l'eau principalement, ça? Hein? Oui, souvent, ça va être des bords de l'eau, des terrains très petits, avec les puits, les marges de recul, les bandes riveraines. On ne peut pas faire d'installation, c'est très difficile. Donc, souvent, les gens vont se tourner vers ça. C'est une installation qui
n'est pas idéal, évidemment, mais pour les gens que c'est des chalets qui y vont occasionnellement, c'est pas trop Parce que agaçant. le vidange doit se faire de façon très régulière. Oui, effectivement. C'est là qu'on voit qu'on consomme beaucoup d'eau. Oui, effectivement. Évidemment, quand on a une fosse scellée, les gens sont nerveux, ils font attention à ça, ils mettent des toilettes à faible débit. OK, ouais, c'est ça. Mais ça demeure qu'on a de la visite qui laisse couler le robinet, puis qui, on n'aime pas ça. Est-ce que tu sens qu'il y a beaucoup d'avancements technologiques, beaucoup de progrès qui se fait dans ce domaine-là? Oui, il y en a constamment. Les fabricants, les distributeurs de technologie font de la recherche. Ouais. Il y a plusieurs technologies qui s'en viennent sur les bancs d'essai du Bureau de normalisation du Québec. On ne les connaît pas tous tant qu'ils ne sont pas acceptés. Mais oui, il y a de la recherche, heureusement. Donc, ça permet de faire des installations dans des terrains difficiles où avant, on avait juste l'option de la fosse scellée, par exemple. Okay. Quand on parle des systèmes tertiaires, par exemple, c'est pratiquement des mini-usines d'épuration avec des rejets fossés. Okay. Ça peut être quand même dispendieux, autour de 50 000 $. Mais un terrain en bord de l'eau qui en vaut très cher, qu'on n'aurait pas pu faire autre chose auparavant, ben c'est intéressant d'avoir ces technologies-là. Là. Alors là, si vous achetez une propriété et puis vous avez une propriété 4 chambres à coucher et que vous avez un système d'épuration des eaux pour 3 chambres à coucher, c'est problématique? Bien, en fait, la façon de calculer la capacité d'une installation septique résidentielle, c'est en fonction du nombre de chambres. Évidemment, c'est discutable. On peut avoir 5 chambres être 2 personnes, être 3 personnes avoir une chambre, bref. Mais c'est la façon là, qui est appliquée au Québec. Qu'est-ce qui distingue une chambre d'un bureau? Un garde-robe? Maintenant, de plus en plus, les villes vont considérer toute pièce fermée comme un bureau, un gym, comme une chambre? cinéma-maison comme une chambre au niveau des plans d'architecture. Parce que même si vous l'utilisez comme 3 chambres et que vous avez 3 bureaux, bien, si vous vendez la maison, il y a des fortes chances que le prochain acheteur l'utilise pour 6 chambres. Donc, de plus en plus, ça va être comptabilisé comme une chambre. Donc, aussitôt que c'est fermé, même s'il n'y a pas de garde-robe, j'ai même vu une recommandation du ministère à des inspecteurs qui demandaient de considérer des pièces fermées sans fenêtre. Oh, OK. Ce qui est, selon moi, un peu exagéré, mais ça, effectivement. Donc, effectivement, là, ça a un impact. Alors, vous avez des projets, vous êtes propriétaire d'une maison avec une installation septique. Soyez aux aguets. C'est important de maintenir notre environnement. Steve Saint-Hilaire, technologue d'expérience depuis 33 ans, président de Perco Design. Merci beaucoup de t'être déplacé pour nous donner encore une fois beaucoup d'enrichissement professionnel. Parfait, merci à vous. Je te souhaite une bonne avant-midi. Vous aussi. Bye bye. Vous aimez l'émission? Vous avez des commentaires, des suggestions? Écrivez-moi à imo-estri@cogecomedia.com. Je prendrai le temps de lire vos courriels, d'y répondre et certainement amener les sujets. Alors, imo-estri@cogecomedia.com. Nous sommes avec M. Jacob C. Williamson, courtier immobilier résidentiel commercial chez EXP depuis déjà 7 ans. Bonjour, comment vas-tu, mon ami? Yes, bonjour, JF. Merci de l'invitation. Super content d'être ici ce matin. Jacob, je te vois dans les réseaux sociaux à faire des Reels, des TikTok, la nouvelle génération. En fait, nouvelle génération, mais quand même avec une belle expérience comme investisseur dans le multilocatif. Tu es propriétaire d'environ 80 unités, 80 logements au total, c'est ça? Oui, c'est ça, exact. Dans le fond, je suis courtier immobilier, mais aussi investisseur. Donc, je suis courtier depuis 2018, puis j'ai commencé à investir probablement vers la fin 2021. Donc, ouais, c'est ça, je suis pas mal actif, là. En fait, on veut parler d'investissement immobilier. Est-ce que tu sens que d'être courtier immobilier et à la fois investisseur t'a plus nuit que aidé? Je dirais que ça l'aide beaucoup pour coacher ou aider des investisseurs qui veulent commencer à investir. Oui. Mais c'est certain que ça prend un certain moment de mon temps dans mes semaines, dans mon agenda pour trouver des deals ou acheter. Donc, c'est certain que je mets un peu le courtage de côté, mais je suis capable de jumeler les deux super bien. Parce qu'à toute fin pratique, ça représente en fait c'est un deuxième emploi, c'est un engagement, c'est une deuxième entreprise. Là. C'est de s'imaginer de faire des investissements immobiliers sans y mettre d'efforts ou d'énergie, c'est impossible. Exactement. C'est certain qu'il y a des trucs qu'on peut peut-être déléguer, engager une compagnie de gestion pour gérer nos immeubles. Donc, il y a pas facile à trouver, hein?
C'est pas facile parce que c'est certain que nos immeubles sont jamais bien gérés comme nous autres on le souhaite. Ouais. Fait que c'est sûr que pour réussir, selon moi, il faut déléguer. Ouais. Pour faire confiance. Exact, faire confiance. C'est jamais facile, mais il faut le faire. Toi, Jacob, tu as pris l'initiative de faire de l'investissement immobilier, mais avec un regroupement, donc avec des associés. C'est bien ça? Oui, exactement. On est plusieurs. Dans le fond, j'ai 2 partnerships avec qui on achète des immeubles là, en ce moment. Et est-ce que tu as déjà regretté? Est-ce que avec du recul, tu aurais préféré le faire seul? Là, on prend pour acquis que tes associés n'écoutent pas, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, je me pose la question, est-ce que je devrais, à partir d'aujourd'hui, commencer à investir tout seul? Ouais. C'est certain que ça me passe par la tête. Tu sais, je me pose souvent la question, mais c'est sûr que, tu sais, je suis pas... moi, je suis pas un one-man show. J'aime ça avoir du fun avec des partners. Ouais. Tu sais, puis pas gérer un immeuble seul, tu sais, si jamais il y a un gros problème qui se passe, tu sais, c'est mieux d'être plusieurs que d'être seul à gérer puis trouver des solutions, là. Et dans ton groupe d'investisseurs, est-ce que tu as des profils différents, donc des investisseurs qui sont vraiment plus sur le terrain à aider la gestion ou des profils plus d'investisseurs silencieux? Parce qu'il y a mille et une façons de s'associer. Oui, effectivement. Nous autres, on a un mix, fait qu'on en a qui sont silencieux, qui viennent de l'extérieur. J'ai un de mes partners, lui, il est plus sur le terrain. Okay. Comme tu dis, il gère les locataires, c'est lui qui va cogner aux portes. Okay. Il fait plus la gestion sur le terrain. Moi, mon expertise, en fait, c'est tout ce qui est financement. Okay. Comment analyser un deal, comment le négocier, comment trouver vraiment le meilleur investissement actuellement. La location, qui s'en occupe? Soit mon partner ou le gestionnaire, tout simplement. Okay. Dépendamment, là, on a des ententes, ouais. 2021, on était quand même dans une période où tout le monde nous disait il est trop tard pour investir, c'est trop cher, c'est trop cher. On est en 2025. Finalement, ça va s'être avéré vraiment une excellente idée. Ouais, vraiment, vraiment. Je me souviens à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'est-ce que tu fais acheter un immeuble, là, les prix ont explosé. Ouais. Parce que c'était plus vers la fin 2021. Donc, le COVID était déjà arrivé, les prix ont explosé. Fait que il y en a beaucoup qui me posaient des questions. Jake, est-ce que tu penses que tu fais la bonne affaire d'acheter des immeubles? Puis moi, depuis que je courtier immobilier, je vois les prix monter. Puis le meilleur moment pour acheter, c'est hier. Fait que même aujourd'hui, je continue à acheter, même si les prix ont explosé encore depuis les dernières années, là. Fait que finalement, on est pas mal tous du même avis. Si tu as envie d'investir, c'est encore le moment parce que depuis trop d'années, on se dit qu'il est trop tard, mais que finalement, ça s'avère toujours une bonne solution. Exactement. J'ai même des clients que depuis le début du COVID, ils attendent que les prix baissent pour acheter. Imagine. Ça fait 5 ans, puis ils ne se sont pas lancés encore. Ils attendent encore le deal du siècle, mais je veux dire, le deal du siècle n'arrivera pas. Les prix continuent à monter. Il faut payer le prix du marché. Exactement. Puis même l'année dernière, on avait eu quand même un taux directeur beaucoup plus élevé. Donc là, ce que ça fait en sorte, c'est que notre valeur économique est moins intéressante vu qu'on a plus de dépenses. Mais les prix n'ont pas baissé quand même. Non, donc, le marché est très, très, très résilient, là. Très résilient. Puis un marché comme Sherbrooke, il y a beaucoup de gens de l'extérieur, Montréal, les grandes villes qui viennent investir de ici. De plus en plus, hein? Fait que ça fait en sorte que les prix montent aussi. Puis les gens qui viennent de l'extérieur, souvent, ils ont les poches profondes. Donc, ils voient l'opportunité, ils voient les occasions. Donc, il y a beaucoup d'immeubles qui sont intéressants pour ce type d'investisseurs-là. Est-ce que, selon toi, c'est parce que les gens, par exemple, du Grand Montréal sont habitués à des ratios plus serrés qu'ici, puis les investisseurs locaux se disent que ça ne peut pas augmenter, mais quand tu as une perspective d'un autre marché dans une autre ville qui fonctionne avec des ratios plus serrés, ça fait des acheteurs plus confiants, puis souvent, par expérience, ça va être souvent ces acheteurs-là, ces investisseurs-là qui vont être prêts à payer plus. Oui, effectivement. Puis, si on regarde un marché comme Montréal, c'est un marché primaire où est-ce que, le cash flow est vraiment inexistant présentement. Donc, les gens qui achètent un immeuble à Montréal, c'est plus pour la plus-value dans le temps. Uniquement, hein? Exact. Oui. À moins que tu trouves un deal que peut-être c'est facilement optimisable, qu'on peut rénover des loyers, offrir des loyers de qualité à des nouveaux locataires pour vraiment créer de la valeur. Mais là, on rentre dans un segment où ça prend une spécialité et de l'expérience pour être capable de commencer à dire, je vais acheter l'immeuble, commencer à faire des rénovations dans le but de l'optimiser. On est dans une autre dimension, là. Exactement. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est une bonne idée de faire venir des partners. Si toi, par exemple, tu es bon pour trouver un immeuble, un deal,
mais que tu n'as pas l'expérience au niveau de construction, ben ça pourrait être bien d'avoir un partner que lui, peut-être que ses licences RBQ, qu'il est spécialisé, puis il va pouvoir faire les rénovations, puis... des fois, les partnerships viennent vraiment complimenter. En fait, c'est une combinaison de compétences. Exact. Fait que Jacob, là, tout comme moi, tu as probablement plein d'appels de gens, de jeunes, même des plus vieux qui nous disent, ou même j'ai des clients qui ont vendu leur parc immobilier puis qui commencent à vouloir recommencer à investir alors qu'ils ont vendu, alors qu'ils pensaient qu'ils étaient vraiment au pic du marché, puis les valeurs ont presque doublé, en fait, depuis qu'ils ont vendu. Mais en même temps, on dit ça, mais soyons prudents. Là, on ne peut pas faire de l'investissement à l'aveugle parce que des histoires d'horreur, on en voit, là, des gens qui se lancent dans l'investissement immobilier puis qu'après 1 an, ça se termine vraiment avec une grosse dépense là, et non pas un investissement. Mais quel conseil tu aurais à donner, par exemple, à des gens qui songent en ce moment à se lancer dans l'investissement? Je dirais la première étape, c'est vraiment la plus importante. C'est ce que moi j'ai fait, c'est de se former. Donc, aller suivre des formations, comment investir en immobilier, comprendre vraiment l'aspect ingénierie financière, fait que ça soit le financement, voir comment que la banque va évaluer ton immeuble, combien qu'ils vont prêter pour cet immeuble-là. Mais non seulement ça, savoir aussi comment qu'on peut l'optimiser, l'immeuble, comment calculer, voir la rentabilité. Il y a plusieurs aspects qu'on peut voir, mais tu sais, vraiment, mon premier conseil, ça serait de se former. Fait que ce soit aller suivre des formations ou lire un livre, c'est être préparé. Mais ce que tu dis, Jacob, là, c'est de se former dans le but de comprendre le financement, ce qui me ramène toujours à dire que l'investissement immobilier, c'est une game de financement. Alors, dans le fond, là, souvent, là, ce qu'on voit, ceux qui sont propriétaires de parcs immobiliers, la grande majorité vont vivre avec les refinancements aux 3, 4, 5, 6 ans. C'est souvent de cette façon-là, dans le fond, que les parcs vont se construire, non pas en fonction de générer une liquidité positive, donc un cash flow positif. Exact. Puis, tu sais, moi, je vois une nouvelle tendance, là, depuis que les taux ils ont baissé, il y a beaucoup moins de propriétés à vendre sur le marché parce que les investisseurs qui ont des immeubles depuis plusieurs années ou dernièrement, ben eux, au lieu de vendre, ils décident de refinancer parce que les taux commencent à faire pas mal de sens. Il y a plusieurs programmes de financement possibles sur le marché comme la CHL, l'OPH. Ouais. Donc, il y en a plusieurs qui en profitent. Oui, donc la SCHL, pour ceux qui nous écoutent, c'est la Société canadienne d'hypothèque et de logement et il y a aussi des programmes adjacents pour faciliter l'acquisition d'investissements. Maintenant, on écoute ça. Pour ceux qui nous écoutent, monsieur, madame, tout le monde, là, c'est pas toujours si facile que ça, en fait, de s'y retrouver. Mais de trouver un immeuble à vendre sur le marché, c'est quand même un enjeu aussi. Oui, effectivement. Tu sais, si on regarde les immeubles sur Centris, par exemple, c'est le site où ce qui regroupe toutes les propriétés là, à vendre au Québec par un courtier immobilier. On peut voir qu'il n'y a pas autant de propriétés qu'avant le COVID. Donc, il y a vraiment un manque d'inventaire. Moi, je vois une nouvelle tendance que les investisseurs, les propriétaires de blocs, ce qu'ils font, c'est qu'ils sollicitent les vendeurs directement. Ils envoient peut-être des lettres par la malle, ils les appellent pour acheter. Ils font carrément une offre écrite sur la lettre. Le vendeur, lui, va chercher sa malle, il reçoit la lettre avec un prix sans même avoir visité l'immeuble. Donc, on voit cette nouvelle tendance-là. Puis moi-même, j'ai des investisseurs que ça fonctionne. Oui. Ils ont des bons résultats. Mais pour un vendeur, en fait, de se limiter avec un seul acheteur potentiel, alors qu'on est en train de se dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs, c'est la meilleure stratégie? Là, c'est le chapeau de courtier? Oui, effectivement. Ben, c'est sûr que, tu sais, l'autre côté de la médaille, moi, j'ai beaucoup de vendeurs que dernièrement, ils veulent vendre, mais ils ne veulent pas nécessairement l'afficher sur Centris parce qu'ils veulent que nous autres, on attire ou on sollicite notre banque d'investisseurs tout simplement. Ouais. Parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de niaisage. Donc, tu sais, souvent, nous autres, on est des investisseurs qualifiés qui sont prêts à acheter. Fait que ça aussi, là, de l'autre côté, on le voit. Mais c'est certain qu'on peut voir moins de ventes que l'an passé. Si on regarde sur Centris ou les statistiques. Oui, puis il y a toute une notion de prendre la décision d'afficher un immeuble locatif résidentiel, l'inquiétude que ça peut générer au niveau de la clientèle, nos locataires. Donc, souvent, on essaie de garder ça sous le silence et d'annoncer la vente une fois qu'elle est faite, finalement. Donc, il y a toute une notion de...
l'investissement immobilier, on gère des humains, là. On gère des maisons, des résidences principales. Donc, il faut quand même être prudent avec tout ça, là. Oui, effectivement. Puis, tu sais, ça reste que nos locataires, c'est des humains. Donc, il faut être là pour les aider, les accompagner. Puis, ça peut être stressant aussi quand tu es locataire puis tu vois que ton immeuble est à vendre. Tu sais pas qu'est-ce que le nouvel investisseur va faire. Est-ce qu'il va venir te rencontrer pour peut-être faire des rénovations? Les fameuses rénovictions. Hein? Exact. D'ailleurs, je pense que on a eu quand même, au niveau de la régie du logement, un resserrement vraiment au niveau de la prise de possession là, pour les propriétaires occupants, tout ça dans le but de protéger les locataires. Qu'est-ce que tu prévois, Jacob, dans les prochains mois, en fait, ou la prochaine année au niveau du marché immobilier? C'est certain que, tu sais, pour cette année, je vous dirais que le marché est très, très, très fort, très agressif. Pas beaucoup d'inventaire. Donc, si on regarde sur Centris, il n'y a pas beaucoup d'immeubles à vendre. Moi, je crois que vu que les taux ils ont baissé, il y en a beaucoup qui en profitent pour refinancer. Il y a beaucoup de ventes qui se font sans nécessairement être sur Centris. Puis les programmes aussi de la CHL, ils ont resserré la vis dernièrement avec l'OPH. Donc, c'est certain que ça peut faire un peu mal au marché, mais le marché reste super bon. Il y a quand même plusieurs vendeurs, propriétaires qui nous appellent pour vendre. Beaucoup d'investisseurs qui se présentent aussi de l'extérieur pour acheter. Donc, le marché reste super en santé pour le moment. Puis, ça va continuer à bien aller le restant de l'année. En conclusion, Jacob, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il y a toujours une bonne occasion, peu importe le temps, si vous êtes prêt à investir. Souvent, c'est les investisseurs qui vont se convaincre eux-mêmes que ce n'est pas le bon moment. Et souvent, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on présente des propriétés, des immeubles locatifs à vendre à des investisseurs qui nous disent que le prix est trop élevé et que finalement, cet immeuble-là se vend au prix et aux conditions demandées par le vendeur, ça veut donc dire que le prochain immeuble similaire va se vendre soit au même prix ou même plus cher. Donc, c'est facile de se décourager puis de prendre un pas de recul et de se dire, finalement, c'est vraiment pas une bonne idée. Effectivement, mais selon moi, le meilleur moment pour acheter, c'est hier. Puis, si je peux vous expliquer une situation qui m'est arrivée hier, j'ai un vendeur qui me dit hey, j'aimerais ça vendre mon portfolio d'immeubles à Sherbrooke parce que moi, j'étais à Montréal, j'ai investi là en ce moment. Puis, le but là-dedans, c'est de vendre au meilleur prix possible. Puis, lui, il veut pas les afficher sur Centris. Il me dit, écoute, sollicite ta banque d'investisseurs. Ouais. Moi, je veux que ça soit une vente au privé puis qu'on l'affiche pas nulle part. Bon. Alors, d'où l'importance de faire des appels puis d'avoir un bon réseau si vous êtes investisseur puis vous commencez à regarder des options sur le marché. Alors, Jacob C. Williamson, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Je sais que tu es quand même un gars très occupé, mais en même temps, quand je t'ai fait un clin d'œil pour t'inviter au show, tu as sauté dans l'occasion sans hésiter. Je vais te souhaiter vraiment un bel automne 2025, puis probablement plein de belles transactions et probablement plein de belles acquisitions. Et si éventuellement quelqu'un souhaite te contacter pour parler d'immobilier locatif, on peut te rejoindre via ton site web? Oui, ça peut être mon site web équipesw.com ou ça peut être Facebook, TikTok, Instagram. Là, je suis assez présent sur les réseaux sociaux. On va aller te suivre avec plaisir. Merci beaucoup. All right, merci de l'invitation. Je te souhaite un bel avant-midi. Merci. Merci, au revoir. C'est déjà ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui. Merci sincèrement d'avoir encore été des nôtres. J'ai eu le plaisir cette semaine d'échanger avec des merveilleux collaborateurs que je tiens à remercier, M. Sylvain Arès, M. Jacob C. William ainsi que Steve Saint-Hilaire. Petit clin d'œil à mon ami Gilbert à la console d'être encore une fois avec moi pour cette nouvelle saison. N'oubliez pas que vous pouvez aussi toujours écouter les dessous de l'immobilier en Estrie via le site du 1077 Estrie, section rattrapage, ou encore sur l'application Cogeco Média dans l'onglet Balado. Si vous avez des commentaires, des suggestions, écrivez-moi à imoestrie@cogecomedia.com. On adore vous lire. On se retrouve dès samedi prochain à 11h. D'ici là, je vous laisse entre les mains de Priscilla Quirion qui vous accompagnera dès cet après-midi pour les classiques 80-90. Bonne fin de semaine tout le monde.